Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté, la première de 2023. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année en notre compagnie. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. En novembre 1989 tombait le mur de Berlin et la moitié de l'Allemagne et de l'Europe était libérée du joug communiste. Durant les 44 ans que durèrent ces années de plomb, les puissances occidentales, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, firent face au bloc soviétique dans l'atmosphère tendue de la guerre froide. Berlin, principalement, était le terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, idéal pour les espions de tous bords. Et aujourd'hui, nous allons recevoir l'un d'eux. Il était militaire, affecté à la mission militaire française de liaison. Les hommes de cette mission ont assuré de 1947 à 1991 des opérations de renseignement particulièrement risquées derrière le rideau de fer. Avec notre invité, nous allons découvrir le quotidien de ces sentinelles oubliées, c'est le titre de son livre, ces militaires opérant au cœur des pays du pacte de Varsovie. Expert du renseignement, il sillonnait ces territoires et observait tout. Les mouvements des troupes, l'arrivée de nouveaux matériels ou toute activité inhabituelle sur les bases militaires. Et ces missions n'étaient pas sans risque, comme nous allons le voir. Ils étaient pourchassés par le KGB ou la Stasi et furent souvent pris pour cible. Mais maintenant, retrouvons Roland Pietrini et ses sentinelles oubliées. Roland Pietrini, bonjour. Vous êtes, comme je l'indiquais, un ancien officier du renseignement. Aujourd'hui, vous êtes consultant opérationnel et participez à des études de prospective et d'expérimentation au profit des armées. Votre carrière militaire a été fortement marquée par la guerre froide. En effet, vous avez été en poste en tant qu'observateur au sein de la mission militaire française de liaison près du haut commandement soviétique en Allemagne de l'Est, puis attaché auprès de l'ambassade de France à Varsovie. Et vous venez de publier chez Pierre de Talaillac un livre de souvenirs intitulé « Les sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer ». Alors, posons d'abord le décor. Lorsque vous arrivez à Berlin à la fin des années 80, quelle est la situation 10 ans avant la chute du mur de Berlin? Est-ce que la situation est toujours tendue? Alors, je suis arrivé à Berlin à la fin des années 70, puisque je suis arrivé, j'ai fait en fait 2 séjours à Berlin. Un premier séjour de 1971. Oui, à la fin des années 70, excusez-moi, je me suis trompé. À la fin des années 70. J'avais connu Berlin dans des conditions particulières, de 1971 à 1974. J'avais été affecté à un régiment qui maintenant a été dissous, comme beaucoup de régiments, au 11e régiment de chasseurs, dont la mission était de défendre Berlin-Ouest, notamment le secteur français, avec le 46e régiment d'infanterie. Et j'étais, à cette époque, maréchal des logis-chefs, et j'intervenais parfois dans des missions ponctuelles de surveillance du mur de Berlin, ce qu'on appelait les patrouilles zonales. Donc en fait, ce premier contact avec le monde de l'Est, ça a été un mur. Oui. Et ça a été regardé par-dessus le mur. Ça m'a tout de suite intéressé, passionné, et je me suis dit, mais c'était une idée un peu folle, je me suis dit, comment faire pour aller regarder de l'autre côté? Est-ce que ça existe? Alors, oui, ça existait, puisqu'on croisait des voitures souvent boueuses revenant de l'Est. Et on racontait beaucoup de choses sur... Les voitures sortant de Berlin-Ouest? Sortant de Berlin-Ouest, allant en Allemagne de l'Est et revenant de Berlin-Est. Alors, on ne savait pas trop ce que faisaient ces militaires, souvent habillés d'une manière assez bizarre. Les contacts avec ces gens-là n'existaient pas, parce qu'ils se protégeaient pour des raisons, je supposais à l'époque, de sécurité, et j'avais pas tort. Et je me suis dit, comment ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelait la mission militaire française de liaison près du haut commandement soviétique en Allemagne de l'Est. Et donc là, c'est vous qui avez demandé votre affectation? Alors, c'est moi qui ai demandé par la suite mon affectation par acte de volontariat, suite à, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais suite à des stages de préparation, oui, dont l'un était au centre d'interprétation du renseignement et de la photographie, qui était à l'époque à Satori, qui a disparu entre-temps parce qu'il a été remplacé par autre chose. J'imagine qu'il a dû falloir vous former, notamment sur tout le matériel. Voilà. Alors moi j'étais origine cavalerie, oui, et j'ai été chef de char, chef de section, etc. Donc j'ai toujours chef de peloton, et j'ai toujours été intéressé en fait par ce qui représentait l'ennemi qu'on n'appelait pas générique à l'époque, mais le vrai ennemi, celui qui se trouvait de l'autre côté, c'est-à-dire l'Union soviétique, l'armée rouge, avec tous les fantasmes que ça pouvait représenter. Donc tout ça me passionnait.
et le fait d'avoir été passionné depuis de très longues années. J'ai fait donc cet acte de volontariat. Et aux surprises, après des enquêtes, je suppose, assez pointues sur ma famille, moi-même et mon entourage, j'ai reçu un jour un ordre de mutation pour la mission militaire française de liaison. Voilà. Alors, et je me suis retrouvé donc en 1979, c'est là où on arrive à la fin des années 70, dans cet organisme. Donc cette mission militaire française de liaison, elle existe depuis la fin de la guerre, depuis 1947. Ce sont des accords qui sont passés entre Britanniques, Américains, Français et Soviétiques ? Alors, absolument. 1900, elle a un rôle officiel et puis elle a un rôle officieux. Voilà. Alors, elle avait un rôle qu'officiel au départ, puisque, en fait, les besoins après la Seconde Guerre mondiale étaient extrêmement importants de maintenir des liaisons avec notre allié, qui était l'Union soviétique, avec l'armée rouge. Donc il y avait besoin que les 4 alliés de l'époque puissent avoir des liaisons pour régler des tas de problèmes, qui étaient les problèmes de retour de prisonniers, de gens disparus, de rapatriement de décédés au combat ou pas. Donc il y avait un véritable besoin. Il faut quand même resituer que 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de mouvements de population, des gens qui étaient perdus, il y avait des chocs psychologiques, etc. Ce qui fait que ces missions avaient plutôt un rôle à la fois de liaison avec les soviétiques. Pourquoi ? Parce que les soviétiques occupaient une zone importante qui est venue par la suite la RDA, et les alliés occidentaux, si je puis dire, donc occupaient 3 zones en Allemagne de l'Ouest, qui est devenue la RFA. Donc à cette époque, 1945, tout est figé. Vous avez une partie qui est la zone d'influence soviétique, et une autre partie. Berlin-Ouest étant l'exception. Puisqu'on a recréé Berlin-Ouest, qui était dans la zone soviétique, une zone qui était totalement indépendante, si je puis dire, qui recréait à nouveau les 4 zones. Donc voilà. Donc la mission militaire française de liaison en 1947 a été créée par des accords qu'on appelait les accords Noiret-Malinine. Malinine étant le commandant des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, qu'on appelait le groupement des forces soviétiques en Allemagne, le JFSA, et le général français était adjoint au général commandant les forces françaises en Allemagne, le 2e corps d'armée, qu'on appelait le 2e corps. Donc finalement, jusqu'à la construction du mur de Berlin, tout se déroule à peu près normalement. Alors, on discute. Ça a commencé à évoluer avant, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu le blocus de Berlin. Avec le fameux pont aérien. Le fameux pont aérien. Donc la situation entre l'Union soviétique et les 3 occidentaux s'est assez vite dégradée. Donc à partir du moment où il y avait cette déliquescence des relations, qui était parfois extrêmement tendue, puisqu'il y a eu ce blocus pendant 1 an de Berlin, la mission militaire française et les 2 autres, britanniques et américaines, peu à peu se sont vues rajouter des missions d'information, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et puisque c'était les seuls à pouvoir circuler à peu près d'une manière libre, puisque les gens de cette mission étaient accrédités directement, ce n'étaient pas des diplomates, nous n'avons jamais été diplomates, mais étaient accrédités directement auprès des forces soviétiques, il y avait évidemment cette demande. Oui, vous employez un terme souvent, le terme, enfin, je ne sais plus que je ne l'ai pas noté, le passeport que vous avez, enfin le laissez-passer. Le propouske. Le propouske. Alors le propouske, que je montre dans mon livre, c'est un laissez-passer. C'est un laissez-passer. C'est une carte d'identité d'accréditation auprès des forces soviétiques. Alors donc, vous arrivez à cette mission et vous avez une fonction d'observateur. C'est un mot pudique pour dire, on dirait espion aujourd'hui ou observateur. Ceux d'en face disaient espion. Ceux d'en face disaient espion. Bon, alors, vous avez eu une formation particulière ou ça se passait sur le tas ? Moi j'étais volontaire, donc je savais à peu près ce qui pouvait arriver, mais il était impossible d'être formé avant, parce que d'une part l'armée française n'avait pas les moyens de former les gens avant qu'ils arrivent, donc en fait il y avait une espèce de sas qui durait à peu près 6 mois, où il y avait une formation, où on avait un certain nombre de tuteurs, si on peut dire pour que les gens comprennent un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire des gens qui guident dans la progression des acquis nécessaires. Des acquis nécessaires. Parce qu'en fait, les acquis étaient un peu particuliers dans la mesure où il y avait des acquis généraux, si je puis dire, la connaissance des forces soviétiques d'une manière générale. Une partie théorique. Voilà. Et puis des connaissances extrêmement précises sur la RDA qui étaient complexes. Parce que les missions
se sont complexifiées au fur et à mesure, parce que les surveillances se sont renforcées du contre-espionnage du GRU, qui était le contre-espionnage militaire soviétique et du KGB. Et puis progressivement, et c'est ce qui est arrivé dans les années 70, c'est qu'après avoir reconnu la DDR, c'est-à-dire la RDA, la République démocratique allemande, cette République démocratique allemande se considérait comme étant une nation indépendante et reconnue. Effectivement, nous aborderons le sujet. Voilà. Alors, ces observateurs, vous étiez combien à peu près à Berlin de Français de Français, nous étions 18. Opérationnel, avec un environnement qui était un peu plus important, ce qui nous permettait de tourner un peu. Mais de gens cartés, ce qu'on appelait des gens cartés, il y avait 18 officiers et sous-officiers. Donc c'est pas beaucoup. Et vous tourniez comment? Vous étiez organisé comment? Alors on était organisé en 2 sections, parce qu'en fait de tradition, la MFL était commandée par l'armée de l'air, c'est-à-dire par un colonel de l'armée de l'air. Okay. Donc en fait, il y avait 2 sections, une section terre et une section air. La mission air était plus directement, là on passe les étapes si vous voulez, et on accélère un peu les choses, parce qu'on est là vraiment dans le domaine du renseignement. C'est-à-dire que dans les années 60, 70, il faut se souvenir des dates importantes, hein, l'invasion de la Tchécoslovaquie, Prague, la Hongrie, etc. Donc on voyait bien qu'il y avait une montée de la menace, enfin c'était ressenti comme tel, la montée de la menace de l'armée soviétique contre l'Ouest, avec des axes de progression, etc., etc. Donc en fait, cette mission s'est tournée de plus en plus vers le renseignement, et le renseignement dur, c'est-à-dire le renseignement humain. Aller rechercher du renseignement au contact. Et donc les Américains considéraient qu'ils n'avaient pas trop à s'intéresser à l'Allemagne de l'Est, parce qu'ils avaient, à cette époque, après la guerre, besoin de rapatrier un certain nombre de troupes, et ils ont laissé, en fait, aux Britanniques, qui étaient très intéressés, la majeure partie du renseignement sur la RDA. Donc en fait, il y avait une grosse mission militaire britannique, qui s'appelait Brick Smith, une mission américaine, qui était beaucoup plus réduite que la mission française. Alors je ne vais pas donner les chiffres, parce que ça donnera pas grand-chose aux téléspectateurs, mais ces 3 missions ont véritablement travaillé main dans la main jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et j'imagine que les Soviétiques avaient également leur mission militaire de liaison, et ils faisaient la même chose que vous à l'Ouest. Tout est basé sur la réciprocité, sur le système de réciprocité. Eh bien, évidemment, dans les 3 zones occidentales, en RFA, il y avait une mission militaire soviétique qu'on appelait MMSF. Alors vous êtes organisé, vous expliquez en équipage, parce que ça c'est la tradition. Un équipage c'est dans un avion. Alors, et voilà. Donc vous avez parfaitement trouvé. Puisque nous étions dirigés par l'armée de l'air, nous étions des équipages, et la voiture c'était pas un avion, mais presque. Voilà, presque. Et ceci étant dit, il y avait des avions. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure. Je ne veux pas aller trop vite. A priori, vous êtes en trinôme à chaque fois? Alors, on est soit en binôme, soit en trinôme. Pour des missions plutôt longues où on a besoin véritablement de relever conducteurs, qu'on l'on puisse dormir et récupérer. En général, ce sont des missions à 3. Pour la mission spécifique de ce qu'on appelait le local, j'en dirais peut-être un mot. On va y venir, oui, effectivement. Nous étions que 2, avec un conducteur provenant de 2 unités essentiellement. Au départ, c'était le 13e régiment de dragons parachutistes. Au tout début, c'était des appelés du contingent. Qui faisaient parfaitement leur travail. Mais au fur et à mesure de la montée des risques, on a préféré mettre des professionnels de l'époque, et les professionnels de l'époque provenaient du 13e ADP et par la suite du 1er RPIMA. Alors, il y a plusieurs types de missions. Alors pour ça, oui, vous parliez de voitures, donc vous avez des véhicules qui sont des véhicules civils, mais qui sont, on dirait aujourd'hui, customisés. Oui, alors fortement modifiés. C'était des véhicules qui ont évolué au cours du temps. Il y a eu des Opel, il y a eu des Mercedes, et ensuite on est resté sur des Mercedes qui étaient fortement modifiés dans les ateliers de Berlin par des gens très compétents, modifiés sur le plan électrique, modifiés sur le plan de la fiabilité et de la protection sous la caisse. Alors le fantasme disait que nos voitures étaient blindées, elles étaient absolument pas blindées, elles étaient simplement renforcées sur le dessous, de manière que lorsque ça tape, voilà, parce qu'on passait par des pistes avec des Mercedes modifiées. Donc en fait, allez, on va faire une comparaison qui est un peu osée, mais c'est un peu le Paris-Dakar. C'est ce que j'allais dire, voilà, on va modifier un peu. Alors sur le plan électrique, c'était un peu plus modifié, puisqu'on était en capacité de couper les feux arrière-stop.
Lors d'une poursuite, lorsqu'on est poursuivi, c'est intéressant parce que vous arrivez très vite dans un virage, vous freinez, mais la personne qui vous suit n'aperçoit pas qu'il freine. Donc en général, le risque de faire un tout droit pour la personne qui vous suit est quand même plus importante. Voilà, on pouvait couper une seule partie gauche ou une partie droite. Pour faire croire à une motocyclette. Pour faire croire à une moto sur les pistes. Il y avait une boule de remorquage à l'avant, une boule de remorquage à l'arrière, un treuil, un treuil de GMC. Donc vous voyez un peu, c'était un camion à l'époque. Hein. Donc un treuil de camion qui permettait de nous sortir lorsque l'engin était posé. Voilà, des gadgets, mais qui n'en étaient pas et dont on se servait d'une manière régulière. Et donc vous dites que votre métier était bien celui d'enfreindre sans cesse les règles pour se déplacer, observer, photographier, se positionner en limite des zones interdites, remonter les convois, écouter les tours de contrôle et les pilotes d'aéronefs en vol. Donc la mission type, c'est vous prenez la voiture, vous partez la nuit tombée, le matin. Alors la mission type, elle se préparait à l'avance. Bien sûr. Hein, vous aviez des informations vous disant d'aller à tel endroit. Soit on avait des informations venant de sources diverses. Au fur et à mesure de l'avancée de la mission, on a eu plus d'informations parce qu'il y avait un besoin véritablement de nous éclairer. Il y avait des orientations, ce qu'on appelle un PPR, un plan particulier de renseignement, qui était fabriqué par un certain nombre d'organismes, dont le CERM, le Bureau de renseignement international, la FATAC à l'époque, qui était la partie armée de mer, voire la marine. Dites-nous, il y a beaucoup donc il y a énormément d'autres choses. Et puis le métier consistait aussi à tenir à jour nos dossiers d'objectifs, dont les cartes, puisqu'on avait besoin de cartes extrêmement précises pour aller sur des objectifs, en général au petit jour, quand le soleil se lève derrière soi, de façon à faire de jolies photos. Alors, qu'est-ce qu'on appelait les missions locales ? Alors, mission locale, c'est une mission très particulière. C'est local sans eux. C'est local sans eux. Voilà. Entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça, local. Donc, ah ok, voilà, c'est voilà. le oui, parce terme que anglo-saxon. voilà. Donc en réalité, cette mission locale avait pour unique au départ intérêt, c'est donner des signaux d'alerte aux unités de garnison alliées qui étaient à Berlin, de façon à se mettre en alerte en cas de menace des forces soviétiques qui entouraient Berlin et des forces est-allemandes qui entouraient aussi Berlin. Voilà. Donc en fait, on allait relever des indices d'alerte. Ces indices d'alerte, on allait les relever dans les gares d'embarquement, dans les unités pour voir des antennes qui étaient déployées, pour voir des mouvements dans ce rayon qui est un rayon de 60 km autour de Berlin. Et dans les années 70-80 et 90, début des années 90, cette mission locale était orientée par une reconnaissance aérienne préalable. C'est-à-dire ce que l'observateur chef d'équipage, parce que vous avez dit tout à l'heure observateur, mais le chef d'équipage terre, l'observateur est aussi chef d'équipage dans le local, puisqu'on partait à deux, donc il y a bien un chef. Hein. Dans l'armée, il faut toujours trouver un chef. Hein. Donc voilà, ça rassure le chef et en même temps ça permet d'avoir quelqu'un à commander. Donc ça rassure donc cette mission de reconnaissance par moyens aériens permettait déjà de relever un certain nombre de petits indices d'alerte que nous pouvions, nous, déceler, c'est-à-dire, comme on était à 150 pieds, on pouvait voir ce qui se passait dans les unités, et donc on voyait soit les chars sortis des garages, soit des chars en train de se réchauffer l'hiver, etc., soit des plateaux, ce qu'on appelait les plateaux et des wagons M, c'est-à-dire la préparation des trains pour pouvoir partir dans un sens ou dans l'autre. Donc il fallait savoir où est-ce qu'il partait. Est-ce qu'il partait dans des grands champs de manœuvre, ce qui était la plupart du temps, soit il pouvait repartir en Union soviétique, soit c'était des éléments qui étaient rapatriés en Union soviétique pour être remplacés par des éléments neufs, c'est ce qu'on appelait l'import. Voilà. Donc en fait, toutes ces missions étaient des missions de local qui étaient extrêmement importantes. Alors au niveau circulation, vous aviez donc des autorisations de circuler en voiture. Et par exemple pour les avions, il fallait déposer un plan de vol ou vous décolliez de Berlin et vous baladiez comme vous voulez? Parce qu'en fait, Berlin-Ouest était relié à l'ouest par 3 couloirs aériens. Oui. Donc vous aviez le sud, vous aviez le centre, et puis vous avez le couloir nord par Hambourg. Bon, très bien. Le centre étant par Braunschweig. Et puis, comme tous les aéroports civils, il y a ce qu'on appelle une BCZ, c'est-à-dire une bulle dans laquelle les avions civils vont descendre et se réfugier. Parce que dans les couloirs, il y avait une attitude pour les avions civils qu'ils ne pouvaient pas déroger, mais il fallait bien se poser à un moment donné. Donc pour se poser, il y a une zone d'approche, alors on va l'appeler comme ça, une zone d'approche qui faisait à peu près 60 km de diamètre, ce qui est quand même assez important. Et nous volions dans cette zone, avec nos petits avions.
mais sans autorisation, puisqu'on était dans une zone finalement qui était couverte. Qui suffisait pour observer. Qui suffisait pour observer. Et de temps en temps, nous faisions des missions dans les couloirs. Il y avait toujours du vent contraire qui nous déroutait un petit peu. Donc tant qu'on n'était pas poursuivi par un hélicoptère ou par un avion broueur ou par un Hind, eh bien on trichait un petit peu, on se perdait un peu, quoi. Voilà. Et alors, sur le terrain maintenant, alors vous écrivez une chose surprenante, vous sentez, parce que vous êtes confronté aux Soviétiques, mais également aux Allemands de l'Est, qui deviennent effectivement de plus en plus jaloux de leur indépendance. Et vous écrivez une chose surprenante, vous vous sentez plus proche de la culture slave que de la culture germanique. Du moins, vous vous sentez plus proche du soldat russe que du soldat est-allemand. Bah écoutez, pour un militaire, j'ai un petit défaut, c'est que j'aime lire. Et la culture, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est les grands auteurs russes m'a toujours intéressé. Donc en fait, c'est pour ça que je dis je me sens plus proche de la culture russe, parce que je trouve que les Slaves... C'est le paradoxe corse. Oui, alors les Corses sont totalement ailleurs, donc ils sont indépendants, comme chacun le sait, mais enfin dans la tête. Donc cette culture, moi je me sentais plus proche. Il y avait des germanisants à la mission militaire. Eux se sentaient plus proches de la culture allemande, ce qui était tout à fait naturel. Vous avez des Lorrains, des Alsaciens, etc., qui avaient aussi l'avantage d'avoir... la maîtrise de la langue, parce qu'ils la parlaient déjà dans la jeunesse avec les parents, donc, et ensuite, bien sûr, ils se sont cultivés et ont évolué. Et voilà. Donc moi, j'étais plus proche, je me sentais plus proche de cette culture. On peut évoquer Normandie-Niemen aussi. Normandie-Niemen, c'est quand même quelque chose qui était parfois évoqué lorsqu'il y avait des tensions lors d'un blocage entre les Soviétiques et les Français. À un moment, on pouvait glisser qu'on était frères d'armes, à un moment donné, quoi. Bon, voilà. Les Allemands de l'Est, c'était plus compliqué, parce que eux, et vous l'avez très bien dit, et je crois que c'est extrêmement important de le dire, ils avaient ce besoin de démontrer qu'ils étaient désormais une nation, et que cette nation devait être respectée. Or, nous ne respections aucune de leurs règles, puisque nous n'étions accrédités qu'auprès des forces soviétiques, et que nous, entrant de toute petite unité, eh bien, un peu comme le Gaulois qui est dans son village, eh bien, on ne respectait pas les Romains. Voilà. Donc, on faisait ce que l'on voulait. En gros, vous jouiez avec les Soviétiques sur leur terrain de jeu, chez eux. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous écrivez, vous êtes des espions autorisés par l'occupant soviétique, eux considèrent. Évidemment. J'imagine qu'il doit y avoir un mépris de l'allemand de l'Est, du prussien. Oui, le mépris était certainement réciproque. Alors il y avait des collabos, évidemment, des gens qui étaient sincèrement pour le système soviétique imposé à l'époque. Mais la population... Alors, la population est-allemande, elle a cette qualité germanique qu'elle est relativement soumise aux ordres, si je puis dire. Elle se révolte peu. D'ailleurs, ce que je dis est faux, puisqu'elle s'est révoltée à un moment donné. Oui. Bon. Mais elle s'est révoltée dans des conditions très particulières, parce que les Polonais s'étaient révoltés avant, et parce que les Hongrois aussi, et parce que les Tchèques aussi. Donc les premiers qui sont révoltés, c'est quand même aussi les Allemands de l'Est, il ne faut pas oublier. Les premières manifestations à Berlin-Est, c'était en 1948, vous voyez. Donc tout simplement parce qu'ils voyaient déjà une différence de traitement entre ceux qui habitaient Berlin-Ouest et Berlin-Est, et notamment l'accès à la nourriture. Et vous sentiez vraiment l'emprise de la Stasi, c'était très important Ah oui, l'emprise de la Stasi était extrêmement importante. Je cite quelques exemples dans le livre. Je vais pas dans le détail non plus, parce qu'il aurait fallu on sent vraiment une population raconter beaucoup de choses et dire beaucoup de choses, mais la pression était parfois extrêmement forte par la Stasi, parce qu'ils mettaient en place des suiveurs, donc on avait des méthodes pour larguer les suiveurs, et on avait aussi des mouchards dans la voiture, c'est-à-dire un poste radio-mouchard avec les fréquences de nos suiveurs, ce qui nous permettait de suivre un petit peu où ils étaient et ce qu'ils se disaient. Et après, quand ils s'en sont aperçus, évidemment, ça a été un peu plus compliqué. D'ailleurs, dans vos missions, il y a un terme que vous employez également souvent. On a l'impression que c'est toujours un espèce de jeu du chat et de la souris. Donc, vous êtes avec vos voitures, dans la forêt, vous planquez, etc. Et on a l'impression que finalement, tout se termine de temps en temps par un blocage. Alors le blocage, vous avez l'air de redouter le blocage. Ça pouvait se passer très bien. Comme pour deux raisons. D'abord, le blocage... expliquez à nos téléspectateurs quel blocage. Le blocage, c'est la tentative par les forces, soit est-allemandes, soit russes, soviétiques, de bloquer le véhicule, tout simplement. Mais jusqu'où faut-il aller pour bloquer un véhicule, quand le véhicule ne veut pas être bloqué?
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions la capacité avec nos véhicules de nous échapper, autant que faire se peut, par la puissance, par la vitesse. Oui. Mais de temps en temps, il y avait des embuscades qui étaient mises en place, et là, ça pouvait se passer extrêmement mal. J'ai aussi des exemples, on en reparlera aussi. Je parle aussi des exemples. Donc, le blocage, c'est lorsque vous avez l'impossibilité d'avoir votre liberté de circulation. Et là, ça peut dériver très vite, parce qu'en fait, il y a une espèce de montée d'adrénaline de la part de ceux qui veulent vous bloquer, qui peut aller jusqu'au tir de Kalachnikov, voire de la percussion. Et la percussion, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça peut être déguisé en accident de la route. Et c'est ce qui est arrivé à l'un de vos camarades. C'est ce qui est arrivé. On en reparlera. Et parmi ces bloqueurs, il faut expliquer aussi à nos téléspectateurs, c'est que vous êtes équipé à bord, vous avez un magnétophone, où finalement vous parlez tout le temps, vous décrivez ce que vous voyez, et puis vous avez un appareil photo, et vous racontez qu'à un moment, un soviétique, je crois, met une couverture sur le pare-brise. Ah oui, alors ça c'est systématique. C'est systématique pour éviter, parce qu'ils le savent. Et évidemment, ils font la même chose. Quand même. Il faut éviter que l'équipage qui est à l'intérieur voit ce qui se passe. Parce qu'en général, ça se passe soit sur des remontées de convois pour l'armée de terre, soit pour l'armée de l'air, en bout de base, lorsqu'il y a des avions décollent. Parce qu'en fait, l'intérêt pour les uns et les autres, c'est de décrire le matériel, pour l'armée de terre, de prendre des plaques d'immatriculation, parce qu'on allait jusqu'en détail des plaques d'immatriculation. Donc à la fois, l'observateur qui était en place droite à côté du chauffeur donnait des directives au chauffeur, en disant tu fais demi-tour, il fait demi-tour, et quoi qu'il arrive, il fera demi-tour, c'est-à-dire même s'il se lance dans un fossé. Et ça, il faut remercier, il faut insister sur le professionnalisme des jeunes sergents qui nous étaient alloués, qui venaient en général tous du 13e RDP ou du 1er PIMA, qui étaient vraiment formés pour faire ce qu'on leur disait et ne pas prendre d'initiative. Car le pire, c'était de prendre l'initiative. C'est l'observateur qui, en général, était responsable de la sécurité. Lorsqu'on était à 3, c'est le chef d'équipage qui était derrière l'officier qui était responsable de la sécurité et qui prenait les photos de la place arrière. L'observateur étant uniquement là pour, évidemment, regarder trois paires d'yeux, si je puis dire, sont plus à même de voir où se trouve la masse. Et l'observateur, lui, décrit. C'est-à-dire, il met son micro comme ça, le magnétophone à l'ancienne tourne, ou alors les cassettes, et il va décrire le convoi, où il va décrire ce qui se passe. C'est-à-dire, un Oral 375, RB2, c'est-à-dire un Oral 375, c'est un camion. RB2, c'est une remorque. Et il lit 1270, UYA ou US, etc. Donc, il faut lire cyrillique. Voilà. Et après, les bandes étaient confiées, j'imagine, à des dactylos qui... Non. Et ensuite, au retour de mission, l'observateur réécrivait. C'était lui qui le faisait. Et c'est lui qui faisait la note de renseignement. J'en montre une. J'en montre une dans le. Donc il écrivait tel convoi, direction ici, alors composé de, et puis on écrivait tout ce qui était composé de, etc. Pareil pour les trains, la même chose pour les trains, la même chose pour les avions. Un avion décolle, il a des réservoirs supplémentaires, il a un élément électronique qui n'existait pas. Pour les chars, c'est la même chose. Observation de la tourelle. Tiens, il a un conduite de tir laser, c'est donc il a évolué, c'est donc un nouveau char, etc. Alors, je voudrais que vous nous racontiez 2-3 petites missions qui se sont bien terminées, notamment une première, vous parlez d'ailleurs d'erreur de jeunesse, où vous voyez un train de chars, et là on se croirait vraiment dans un film, puisque vous passez sous les wagons, de wagon en wagon, et vous observez. Donc là, c'était vraiment votre première grosse montée d'adrénaline ? Non, il y en avait eu une ou deux avant, mais j'étais pas responsable. Là, c'était ma première mission de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de réussir. Comme tous les jeunes fous, un peu, on a envie de réussir. Oui, en fait, j'arrive sur une gare qui s'appelait Mischendorf, qui était non pas une gare d'embarquement, mais ce qu'on appelle une gare d'attente, une gare de triage. C'est-à-dire une gare où les trains vont attendre pour prendre une direction. Et là, de nuit, je remonte une piste. J'ai pas parlé des postes d'observation, mais en fait, dans l'instruction, dans le passage de consignes entre les équipages, il y avait cette capacité à apprendre le terrain, vraiment à apprendre le terrain dans le détail. Donc, une piste bien connue qui permet de remonter sur 1 kilomètre à 2 kilomètres les rames. Oui. Bon. Et dans cette nuit un peu
un peu brouillard, j'aperçois des formes, et je me dis, qu'est-ce que c'est? Je descends de la voiture et je vais voir. Et donc, je vais voir, je passe une première rame, une seconde rame, et puis j'arrive face à des masses qui sont extrêmement importantes. Et là, je reconnais que c'est un train SA-6, alors c'est ce qu'on appelle SA-6, ce sont des missiles solaires qui sont encore utilisés en Ukraine, c'est simplement la partie évoluée, avec tous les radars associés, parce qu'en fait on reconnaît un train solaire par tout ce qui est associé. Donc il y avait du long track, du flat face, etc. Les spécialistes comprendront, squat-eye, etc. Et donc je me dis, c'est formidable, c'est mon premier train SA-6, mais où va-t-il? Où va-t-il? Eh bien, j'essaye de prendre un phare-plane, c'est-à-dire, vous savez, sur les wagons, oui, vous avez une direction. Donc vous ouvrez le petit grillage et puis vous prenez. Donc en général, quand on prend ça, on sait où il va, quoi, parce que on connaît au moins les gares importantes. Et puis je me trouve nez à nez avec une sentinelle qui est aussi surprise que moi. Les trains sont gardés, notamment ce train voilà, et qui arme sa Kalachnikov et qui commence à siffler pour avertir les autres. Et donc voilà, je suis reparti par, je ne sais pas comment, parce que les trains civils passaient à droite, à gauche. Vous avez détalé? J'ai détalé. Non, j'ai fait une retraite tactique, c'est ce qu'on dit quand on est militaire. J'ai donc fait une retraite tactique et je suis monté dans la voiture. Et formidable, le lendemain matin, j'ai décompté mon train au petit jour qui partait dans la bonne direction, celle que j'avais estimée. Voilà. Alors, vous parlez aussi d'un autre épisode qui est le franchissement de l'Elbe, oui, par des chars russes. Et là, vous remontez carrément toute la colonne de chars avec votre voiture tranquillement. Dans toute grande manœuvre de printemps ou d'automne, il y avait toujours une phase de franchissement de la part d'unités. Donc, pouvoir observer ces phases de franchissement était extrêmement important parce que d'une part, on pouvait voir des unités qu'on ne pouvait pas voir forcément parce qu'elles étaient dans des zones interdite à la circulation. Je n'ai pas parlé des ZIP, mais j'en dirai un mot tout à l'heure peut-être. Quand on arrivera voilà. Et donc la mise en place, là, on était dans un équipage mixte qui était relativement rare. Mais pour les franchissements, c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois les moyens aériens et des moyens terrestres. Donc si on pouvait mettre deux observateurs, un observateur terre et un observateur plus pointu sur ce qui était aérien, c'est-à-dire tout ce qui vole, ça pouvait être intéressant. Donc on s'est retrouvé en fait face à un franchissement assez important d'un élément, on pourrait dire une brigade aujourd'hui, forte de 3 ou 4 bataillons de chars et de tout ce qui va avec, eh bien on s'est retrouvé du mauvais côté de l'Elbe, c'est-à-dire le mauvais côté pour nous, mais on savait parfaitement qu'il fallait être là, parce que l'intérêt c'est d'être du côté où ils arrivent, non pas du côté où ils partent. Voilà, et on commence à décompter, et là, on est remarqué, la pression est trop forte, on va sur une petite route pour décompter du matériel, et on est fait aux pattes, parce qu'on ne peut pas circuler du tout, là, du coup, parce qu'il y a des engins partout, y compris des blindés, et donc la couverture, pas attachée par des câbles, par du BMP et par du camion, et puis par un petit interstice, j'ai pu décompter un certain nombre de choses. Voilà, mais l'attente a été longue, l'attente a été très longue. Alors, ça se passe malheureusement pas toujours aussi bien, parce qu'en 84, il y a un épisode malheureux. Et justement, vous parliez de zones qui étaient interdites aux missions, c'est ça, qui étaient signalées par des panneaux d'interdiction. Et vous racontez dans l'épisode malheureux que nous allons évoquer qu'effectivement les panneaux peuvent être déplacés, omis, et finalement une façon de vous piéger. Alors, on ne reconnaissait pas ces zones interdites par pancarte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de réciprocité à l'ouest. Donc à partir du moment où il n'y a pas de réciprocité à l'ouest, on n'avait pas à les respecter à l'est. Okay. D'autant plus que ces pancartes étaient mises essentiellement par les forces d'Allemagne de l'Est. Or, comme on ne reconnaissait pas l'Allemagne de l'Est, on n'avait pas à reconnaître les forces. Bon, ceci étant dit, voir une pancarte avait deux intérêts. D'abord, de renforcer la vigilance. D'autre part, s'il y a une pancarte, c'est quelque chose d'intéressant derrière. D'accord, donc c'est des pancartes interdites aux missions. Pancarte très spécifique, interdit aux 3 missions, marquée en 3 langues. En 4 langues, pardon. C'est-à-dire marquée en anglais, en français, en allemand. Donc ces pancartes étaient apposées le long des routes ? Alors ces pancartes étaient apposées le long des objectifs, ou alors très loin le long des objectifs, pour éviter que les missions. Et pour nous dire d'une certaine façon, vous n'êtes pas là, vous ne serez pas très bien reçus, vous n'êtes pas là où vous devriez être. Ça, c'est la partie, si vous voulez, pression fait par la RDA
et les Russes qui ont mis aussi les mêmes pancartes. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait les zones d'interdiction permanente, c'est-à-dire les ZIP, et les zones d'interdiction temporaire, c'est-à-dire les ZIT. Alors les ZIP, lorsque vous étaliez une grande carte, vous aviez des endroits qui étaient tout jaunes. Ces endroits qui étaient tout jaunes, en fait, protégeaient des grands camps militaires, la plupart du temps, ou protégeaient des objectifs très particuliers, tels que les objectifs nucléaires, ou des centres de transmission importants. Et puis vous aviez les ZIT, les zones d'interdiction temporaire, qui étaient données par les soviétiques aux missions militaires d'alliés, pour dire, là, pendant de tel jour à tel jour, vous n'aurez plus le droit d'y aller. Donc la mission consistait parfois à se faire enfermer dans la ZIT, oui. Parce qu'à partir du moment où vous rentriez dans une zone avant la date, on pouvait toujours vous dire « mais attendez, nous, on n'est pas au courant, voilà ». Soit se mettre sur les axes qui permettaient effectivement de surveiller l'entrée de ces ZIT, ce qui permettait d'avoir, comme lors d'un franchissement, beaucoup d'informations. Et donc en 84, près d'un village qui s'appelle Halle. Alors c'est une grosse ville. Une grosse ville. Les choses se passent. Alors les choses se passent mal. Les choses se passent très mal. L'équipage, qui était un équipage à 3, avec à l'époque le capitaine Staub, l'adjudant-chef Mariotti qui était conducteur et l'adjudant-chef Blancheton, fait une reconnaissance reçoit une mission de reconnaissance sur un objectif appelé NI, c'est-à-dire non identifié. Mm-hmm. Voilà. Mais cet objectif non identifié est proche d'un objectif très connu et très identifié, que l'on connaît bien, qui était un élément, un régiment, peu importe, où il y a des éléments de transmission et des éléments blindés. Bien. Donc en fait, leur mission consistait à aller voir. Et là, ils sont tombés dans une embuscade qui a été montée par la Stasi et qui a été extrêmement bien montée. Et ce qui devait arriver, et finalement ça devait arriver un jour, c'est que la voiture s'est encastrée a été encastrée par l'Oural 375 qui bloquait l'ensemble et qui est arrivé pleine vitesse de manière à bloquer la voiture. Et dans cette affaire, l'adjudant-chef Mariotti a été tué sur le coup. L'adjudant Blancheton, qui était à la partie droite, a été légèrement blessé, mais blessé tout de même. Quant au capitaine Staub, qui était derrière, a été blessé très grièvement. Il a failli perdre la vie. C'est l'un des incidents majeurs. Il y en a eu d'autres. Oui. Il y en a eu d'autres. Les Américains aussi ont eu un officier. Alors les Américains, un an plus tard. Un an plus tard, les Américains ont eu le major Nicholson qui a été tué aussi et qui lui par balle. Et ce sont les Soviétiques qui l'ont tué. Alors, vous voyez, d'un côté, ce sont les Allemands de l'Est, et notamment la Stasi, qui a tué, et de l'autre côté, ça a été les Soviétiques qui a tué. Est-ce qu'il y a eu un retentissement à cette affaire de Halle, où on a l'impression que ça a été mis sous le boisseau à l'époque c'est délicat d'évoquer cette affaire, mais sur le plan militaire, les choses ont été faites. Voilà. Le chef de mission de l'époque, qui s'appelait le général, je ne vais pas le citer, qui était à l'époque de l'armée de l'air, a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire a fait ce qu'il devait faire. Le corps a été rapatrié, le capitaine Staub a été exfiltré de la RDA parce qu'on ne voulait pas qu'il soit opéré sur place, parce qu'on aurait pu lui faire dire n'importe quoi et lui mettre n'importe quoi sur le dos, donc il n'était pas question. Donc dans des conditions extrêmement rocambolesques, une mission particulière avec des autorisations particulières demandées par les Soviétiques auprès des Soviétiques par contre est accordée, a permis d'envoyer une ambulance avec un médecin réanimateur pour récupérer le blessé et le ramener. Je ne sais plus où j'en suis. Vous m'avez posé la question. Oui, de savoir si l'affaire avait été mise sous le boisseau. Ah, voilà. Donc du côté militaire, ça s'est parfaitement bien passé. Du côté politique, un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les politiques, et notamment les diplomates, étaient partagés entre deux tendances. La France avait reconnu la RDA. Oui. Et par ailleurs, les relations étaient en train de se réchauffer entre la France, la RDA et l'Union soviétique. En 84. Absolument. C'est Gorbatchev déjà. Oui, enfin au tout début. Tout début.
Cette tendance, si vous voulez, consistait à mettre plutôt sous la serviette, hein, plutôt que de faire ressortir les choses. Ça a été complètement différent avec Nicholson, parce que le pouvoir politique américain a tout de suite dit on va taper du poing sur la table et on va faire les choses en grand. Donc il y a eu le rapatriement du corps sur le pont des Espions. On n'a pas parlé du passage du pont des Espions ou Nos Passions, mais il y a un fameux film qui montre le pont des Espions. Le pouvoir politique s'en est emparé aux États-Unis et ça a été l'un des éléments pour dire que l'Union soviétique avait dépassé les bornes. Mais, chose extraordinaire, ni à cause de la mort de Mariotti, d'adjudant-chef Mariotti, de Philippe Mariotti, ni à cause de la mort de Nicholson, il y a eu une remise en cause des missions. Les missions, pendant un moment, les Américains voulaient laisser tomber. Les Britanniques et les Français ont dit non, surtout n'y touchez pas. On ne va pas remettre en cause, on continue. Et les Soviétiques n'ont pas souhaité mettre en cause, parce que les Soviétiques faisaient d'autres types de missions à l'Ouest. Bien sûr. Donc il y avait un espèce d'équilibre en disant chacun espionne l'autre, avec les risques inhérents à chacune des zones géographiques. Il est évident que les risques assumés par les Alliés dans des pays totalitaires, face à des hommes qui sont relativement mal commandés et qui peuvent prendre des initiatives malheureuses, c'est plus compliqué que de faire du renseignement en Allemagne de l'Ouest, et notamment face aux portes françaises, où il fallait signaler la voiture, la MMSL, la mission militaire soviétique, appeler la gendarmerie, demander l'autorisation de bloquer, et encore bloquer gentiment. Voilà. Donc nous en étions là, et la mission donc a continué jusqu'à la fin. Et vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, parce que vous êtes parti, je crois, en Pologne. Alors ensuite, je suis parti en Pologne. Et voilà, on ne va pas avoir le temps d'en parler. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est finalement quelle leçon peut-on tirer de ça, 40 ans après. On a l'impression que vous êtes quand même assez sévère face à soit l'armée, soit l'administration française, sur la façon dont les renseignements ont pu être exploités et les moyens qui vous étaient donnés. Vous donnez une impression parfois souvent de bricolage. Écoutez, on aurait pu faire mieux, c'est certain, mais l'intérêt de la France, et on le paye aussi un peu aujourd'hui, hein, l'intérêt de la France, ça a été autre chose, c'était l'Afrique. C'était une vision du monde qui n'était pas forcément tournée vers l'Est. Oui. On laissait ça à nos alliés, à l'OTAN, et notamment aux Britanniques, hein, qui étaient véritablement en pointe. Donc en fait, entre le recueil du renseignement, et là je parle du renseignement humain, c'est-à-dire les gens qui vont chercher le renseignement, et l'exploitation qui en est faite, il y a un pas. Pour vous donner un exemple, je vous disais tout à l'heure que la mission militaire américaine était petite en nombre. Mais derrière, il y avait une exploitation du renseignement extrêmement importante. Il y avait des analystes derrière qui travaillaient. Il y avait des analystes, et ces analystes étaient à la fois à Berlin-Ouest, mais aussi aux États-Unis, notamment au sein de la Defense Intelligence Agency, la DIA, qui permettait d'exploiter tout cela. Et les Américains se déplaçaient sur le terrain que sur orientation de leurs exploitants. Nous faisions manque d'exploitants. Le BRRI, il y avait au 2e corps d'armée, le centre du renseignement avancé qui était censé nous piloter, nous les Français, sur le plan du renseignement. Allez, ils étaient 5 ou 6. Bon. Les Britanniques, ils étaient 25. Bien. Ce qui fait que ce qui nous manquait en exploitant, il fallait bien qu'on le fasse nous-mêmes, en pré-exploitation, si je puis dire, en pré-orientation. Donc, alors, un avantage extraordinaire, c'est qu'on était totalement polyvalent et qu'on pouvait acquérir véritablement une compétence que n'avaient pas forcément nos alliés. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage de l'armée française, et je vais dire un mot des sous-officiers, hein, dont j'en étais un à l'époque, hein, c'est que les sous-officiers sont très bien formés dans l'armée française. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils continuent à être bien formés. Tout simplement parce qu'ils sont relativement compétents dans énormément de domaines. C'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'il y a des domaines de plus en plus pointus. Ça ne l'était pas à l'époque. Aujourd'hui, il y a des domaines électroniques, des problèmes radars, des problèmes de drones, etc., où on a besoin de gens très pointus. À l'époque, on avait une formation qui était une formation multidisciplinaire, si je puis dire. Et le fait d'être multidisciplinaire permettait quand même à quelqu'un issu de la cavalerie de bien connaître son arme, celui qui était issu de l'artillerie de bien connaître son arme, etc., etc. Donc il y avait une
conjonction de compétences qui permettait effectivement à la mission française de voir parfois des choses dans le terrain, de pouvoir les exploiter tout de suite, que n'avaient pas les Alliés, qui attendaient d'être orientés. Encore une bonne démonstration du système D, finalement, à la française, si on peut dire. On peut dire comme ça. On ne va pas dire autre chose, mais on va dire comme ça. Et vous, sur le terrain, est-ce que finalement, on avait l'impression, on avait l'impression, durant toutes ces années de guerre froide, d'un monstre soviétique extrêmement puissant, mais on se disait aussi que peut-être 3/4 de leur char ne démarrerait pas. Alors c'est intéressant, parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, hein, et notamment à l'armée russe qu'elle est devenue, qui est issue de l'armée soviétique. En fait, il y a plusieurs manières, ou il y a deux manières importantes, si vous voulez, de voir, d'apprécier quelle est la valeur d'une armée. Certains ne voient que par le matériel qu'elle exploite. C'est-à-dire, on dit, ils ont 3000 chars, c'est beaucoup, etc. Ils ont tant de missiles, etc. Sur les 3000, les 3/4 ne démarrent pas. Alors, d'une part, ce qui était faux à l'époque, hein, leur matériel fonctionnait très bien. Ils avaient aussi des munitions qui étaient en nombre, etc. Et par contre, ce qu'il était difficile de faire, c'est de voir quelle était la valeur du combat au combat, c'est-à-dire la valeur du commandement. Alors on avait quelques pistes, hein. On voyait très bien qu'il manquait un corps d'intermédiaire à l'époque aussi, un corps de sous-officiers. Il manquait un corps d'intermédiaire. Bien, toutes les armées occidentales ont un corps de sous-officiers. L'armée soviétique n'avait pas de corps de sous-officiers, ou très très peu, en fait. C'est le plus ancien qui commence à prendre l'ascendant sur les plus jeunes, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. C'est la mauvaise compréhension des officiers qui sont pléthoriques. Vous aviez des majors, c'est-à-dire l'équivalent d'un commandant qui était chef de voiture, chef de camion. Hein. Bon, donc vous avez un manque de motivation d'une manière générale et un manque de contact avec la troupe qui est extrêmement prégnant. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose ? Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, qu'est-ce qui se passe ? C'est une armée qui est relativement bien armée, avec 10, 15 ans, 20 ans de décalage par rapport aux armées occidentales, mais en nombre, c'est-à-dire ils ont la masse. Par contre, ils ont une déficience extrêmement importante, à la fois du commandement et de la coordination entre les différents éléments, air, terre, artillerie, qui permet effectivement à l'armée ukrainienne, qui a été formée depuis 2014 et même avant par les Occidentaux, de l'armée rouge. Voilà, et qui était équipée comme l'armée rouge, mais on voit bien que c'est la manière dont on emploie le matériel qui va faire la différence entre deux armées qui sont relativement équipées de la même manière. Bien, Roland Pietrini, merci infiniment pour tous ces récits passionnants. Je renvoie donc à votre livre, Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer. Chez Pierre de Taillac. Chez Pierre de Taillac. Merci. Avant de retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, 2 conseils de lecture pour bien commencer l'année. 101 tacticiens redoutables. C'est un ouvrage collectif paru chez Pierre de Taillac. La stratégie, comme chacun le sait, vise le long terme, les effets durables et majeurs, tandis que la tactique est faite d'étapes, d'objectifs plus limités et consiste à combiner les forces et leurs mouvements sur le champ de bataille pour parvenir au résultat souhaité. Parce qu'il n'existait aucune anthologie des meilleurs tacticiens militaires, les officiers des 134e et 135e promotions de l'école de guerre-terre ont décidé de combler cette lacune. 101 fiches sont regroupées selon le caractère principal des tacticiens étudiés, à savoir les guerriers, les chevaliers, les princes, les révolutionnaires, les planificateurs ou encore les irréguliers. Chaque personnage associé à une bataille est ainsi présenté. On trouve des noms connus dans l'ordre chronologique, Petraeus, Diab, Bradley, Napoléon, Tamerlan, César, mais aussi de quasi-inconnus comme Hogarth, Sokolov, von Lettow-Vorbeck ou Putnik. À noter que parmi ces chefs militaires s'est glissé un entraîneur de football et même Gandalf, héros de Tolkien. Basés sur une abondante bibliographie, les auteurs se sont attachés à identifier chez ces chefs exceptionnels quels sont les ressorts de leur capacité à vaincre. C'est un livre original, très réussi dans sa présentation. Il ne se lit pas forcément d'une traite, on peut y picorer ou le consulter comme un dictionnaire.
Une biographie maintenant, celle du général Gouraud, par Julie d'Andurin et parue chez Perrin. Gouraud est presque oublié aujourd'hui. Il faut dire qu'il n'a rien pour plaire aux bien-pensants de notre époque. Il était catholique, conservateur, très attaché aux traditions, un tantinet misogyne et ardent partisan de la conquête coloniale. Pourtant, son parcours mérite notre intérêt. Henri Gouraud, né en 1867 et mort en 1946, sert durant une vingtaine d'années aux colonies. Il explore le Tchad, participe à la conquête de la Mauritanie et sert au Maroc sous les ordres de Lyautey. Gravement blessé aux Dardanelles, amputé du bras droit, il prend en décembre 1915 la tête de la 4e armée qu'il conduit à la victoire jusqu'en 1918. Haut commissaire au Levant après la guerre, il n'obtient à ce poste politique que des résultats mitigés. Et gouverneur militaire de Paris, ensuite il devient malgré lui l'un des porte-parole des mutilés de guerre. Soldat, explorateur, conquérant, administrateur, diplomate, Gouraud n'était ni un intellectuel ni un visionnaire. Il avait d'autres qualités, l'intégrité, le désintéressement, la rigueur et la fidélité. Pour écrire ce livre, Julie d'Andurin, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Metz, a pu consulter le très important fonds privé du général déposé aux archives du ministère des Affaires étrangères. Cette première biographie du personnage riche en informations comble véritablement un manque. C'est l'heure maintenant de la petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine! J'aime bien les épisodes qui ne traitent pas forcément de grands faits historiques, mais qui entretiennent par des petites curiosités notre amour de l'histoire. Eh bien aujourd'hui on se retrouve tout à fait dans ce genre de cas avec cette histoire absolument rocambolesque, unique dans l'histoire militaire. Enfin vous avez vu le titre de l'épisode, comment gagner une bataille navale à cheval. Non, j'ai pas pris de substances bizarres. Bon, ça m'arrive de boire un petit Armagnac en écrivant mes épisodes, mais là c'est bien ce qu'ont réalisé les hommes du 8e régiment de hussards en 1795 lors de la capture de la flotte hollandaise. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ce qu'on appelle la capture de la flotte hollandaise au Helder intervient au cours des guerres de la Révolution et plus précisément pendant la conquête de la Hollande, enfin des Provinces-Unies, par les armées françaises. Rapidement, après l'exécution de Louis XIV en janvier 1793, l'Espagne et le Portugal rejoignent la première coalition et la France est sérieusement menacée d'invasion sur tous les fronts. Début février, la France déclare la guerre à l'Angleterre, ce qui est sans doute le seul point positif de la Révolution à mes yeux, et aux Provinces-Unies. D'abord, les armées révolutionnaires essuient revers sur revers, sans parler des révoltes intérieures comme la guerre de Vendée, puis levée en masse après levée en masse, elle rétablit la situation. En 1794, au sud, les Espagnols sont chassés et au nord, le 26 juin, à la bataille de Fleurus, c'est la victoire des armées révolutionnaires qui nous offre la Belgique et la Rhénanie, notre chère rive gauche du Rhin. En parlant de ça, voilà bien le point positif de la Révolution. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Eh gna gna gna, tu te rends compte, ça a ensanglanté l'Europe jusqu'en 1815 et les guerres napoléoniennes et blablabla. » Oui, c'est bien, vous récitez votre bouillie roast beef à la perfection. Il faut toujours que je parle de ce sujet-là, moi. Puis vient
Vient le tour des Pays-Bas avec une attaque surprise lancée en plein hiver et c'est ce qui nous amène à notre sujet. Le 18 octobre 1794, le général Pichegru, le traître Pichegru devrais-je dire, mais ça c'est une autre histoire, passe la Meuse et entre en Hollande où les armées françaises sont accueillies en libératrices par les patriotes hollandais qui sont hostiles au stadtholder Guillaume V d'Orange-Nassau qui a fui en Angleterre. À ce moment-là, il est assez facile aux troupes révolutionnaires de progresser étant donné qu'à cette période, on est en plein hiver, la Hollande est complètement gelée alors que d'habitude, elle est impraticable. Louis XIV en a fait les frais pour ceux qui ont suivi mon cours. On peut donc facilement faire progresser l'artillerie et la cavalerie. En janvier 1795, Pichegru prend ses quartiers d'hiver à Amsterdam. Les Provinces-Unies sont rayées de la carte et on crée une république batave du nom d'une ancienne tribu germanique pour en faire une république sœur de la France. Le 20 janvier, Pichegru apprend que la flotte hollandaise qui allait partir pour rejoindre la Grande-Bretagne est prise dans les glaces au large de la mer de Frise. L'hiver étant particulièrement rude, je l'ai dit, les rivières, les lacs, même la mer intérieure de Hollande et les côtes sont totalement gelées. C'est clairement une occasion à ne pas manquer et donc Pichegru envoie le général Winter qui est un batave rallié à la France, qui est un marin aussi et qui porte bien son nom puisque winter, en anglais comme en hollandais, en néerlandais, ça signifie hiver. Bref, il envoie le général Winter à la tête de son avant-garde vers l'endroit où se situe la flotte, à 80 km au nord d'Amsterdam. Dans un premier temps, la troupe qui a été envoyée là-bas prend la ville de Haarlem, puis on envoie un détachement de hussards sous les ordres du commandant Lahure, direction le port du Helder. Le 8e régiment de hussards, qui est accompagné du 15e régiment d'infanterie légère, y arrive dans la nuit du 22 au 23 janvier 1795, et là, que voit-il? 14 magnifiques navires de ligne hollandais pris dans les glaces. C'est pas beau ça. Alors à l'aube, les hussards placent des linges autour des sabots de leurs chevaux pour leur éviter de glisser et aussi pour éviter de réveiller les marins, et là, ils lancent la charge. Ah, ça a l'air de rien comme ça, puisque peut-être mon sens incroyable de la narration vous a habitué à tout ça, ça je peux comprendre. Mais là, on est quand même en train de parler d'une charge de cavalerie sur une flotte navale. Oh, d'ailleurs, dans ses mémoires, le commandant Lahure, qui commande les hussards, rapporte les faits, alors je vous le cite. Le spectacle était surprenant de voir ces chevaux efflanqués, aux poils bourrus, montés par des hussards, ayant en croupe ces fantassins en habits courts, trottinant prudemment sur cette mer solide, autour des murailles de bois garnies de canons muets. C'est joliment dit, pas autant que moi, on est d'accord, mais c'est quand même pas mal. Et bref, tout ça pour dire que c'est un cas unique dans l'histoire militaire. Franchement, les Français, la mer, ça a jamais été leur fort, on est d'accord. Bon, c'était pas trop mal, mais c'était pas leur fort, ça a toujours posé problème, quoi, la mer. Alors que là, dès qu'on nous donne des chevaux, c'est pas la même histoire. Il aura donc fallu attendre que la glace prolonge le continent, l'espace d'un instant, pour qu'on puisse faire des merveilles sur les mers. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. C'est dommage que la Manche ne gèle pas, parce que sinon, l'histoire aurait été bien différente. Enfin, je m'égare. Revenons-en à nos hussards qui donnent la charge à des navires immobilisés dans les glaces et incapables d'opposer toute résistance étant donné qu'ils ont gelé inclinés et donc que leurs canons pointent vers les mouettes. Les marins vont se rendre rapidement et la flotte est capturée. 14 beaux navires et 850 canons. Il y avait même un navire anglais qui a tenté de s'enfuir en se frayant un chenal dans la glace, mais sans succès. Dommage. Grâce à cette prise et à la conquête des Provinces-Unies, la domination française sur la Hollande est totale. Quelques mois plus tard, la Prusse et l'Espagne signent la paix, nous cèdent la rive gauche du Rhin, moindre des choses, et la France sera libre de toute menace d'invasion pendant des années. Bon, je suis pas en train de vous dire que c'est la prise de la flotte hollandaise qui a tout changé. Ça a eu peu d'impact, on va pas se mentir, mais c'était quand même particulièrement stylé. Et quand les choses sont faites avec style, c'est toujours mieux. Je terminerai cette émission par une citation qui vient rendre cet épisode plein de panache, encore plus français. C'est un témoignage d'une cantinière, vous savez, ces femmes qui accompagnaient les armées, la mère Catherine, qui nous dit « Le froid était tel que 2 des hussards tombèrent de cheval. Et Lahure me dit à mi-voix « Jamais ils n'iront jusqu'au bout. » Mon commandant, lui dis-je, j'ai un petit tonneau d'eau de vie, du chiedam comme ils l'appellent dans leur patois de Hollande. C'est chaud, ça gâte le gosier. En voulez-vous pour votre escadron et pour vos hommes? Vous me payerez lorsque vous reviendrez de là-bas. Et mon petit tonneau n'a pas fait long feu. Hussards et fantassins n'ont pas mis un quart d'heure pour le vider,
et à ma santé encore. 20 minutes après, l'escadron était en face des bateaux et les tirailleurs grimpaient à bord comme des chats, le sabre aux dents. La flotte se rendait aux Français, tout cela à cause de mon tonneau de genièvre. Voilà. Des hussards qui prennent une flotte, c'est déjà beau, hein, on est d'accord, mais des hussards complètement torchés à l'eau de vie qui prennent une flotte, ça c'est français.